Donc oui, je vais vous parler d'aviron en particulier. Donc tout d'abord, je vais faire un petit topo sur ce qu'est l'aviron. On rame de 1 rameur à 8 rameurs, en couple ou en pointe. Donc en couple, on a 2 avirons par main, comme sur cette photo-là. Et en pointe, on a un seul aviron, comme sur le 8. Mais on rame aussi sur ergomètre. Donc vous avez une photo d'un ergomètre, c'est-à-dire un simulateur, ce que vous retrouvez en salle de gym. Quelques mots sur l'aviron. Vous avez une phase de propulsion dans laquelle on va produire une force maximale qui va être très importante, de l'ordre de 1200 newtons au niveau des mains, et une phase de retour dans laquelle le rameur va se replacer. Et ces deux phases sont séquencées par l'attaque et le dégagé. Donc les deux positions extrêmes. Il va reproduire ce rameur 200 fois ce geste, 200 à 250 fois sur la course olympique de 2000 mètres. Discipline olympique qu'on a là dans quelques mois, à laquelle on va assister. Voilà. Donc il y a 14 bateaux qui vont concourir, 7 garçons et 7 filles. Et surtout, un rameur fait à peu près 6000 km par an, donc avec un déplacement de 10 mètres par coup d'aviron. Les principales blessures en aviron, il y en a deux globalement très importantes, c'est la lombalgie. 50% des rameurs sont des lombalgiques, excusez-moi. Oui. Et les fractures de fatigue. Et là, c'est des fractures de fatigue sur les côtes basses, où 15% uniquement de rameurs de haut niveau sont atteints par ces fractures de fatigue. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça peut arriver n'importe quand dans la saison. Et une fracture de fatigue, c'est 3 mois d'arrêt complet d'activité physique. Donc là, ce que je vais vous raconter, c'est à peu près mon activité de recherche sur une vingtaine d'années, où on s'est posé la question sur la lombalgie dans un premier temps et les fractures de fatigue dans le deuxième temps, où on a travaillé sur le type d'ergomètre. Donc vous avez des ergomètres à cale-pied fixe et à cale-pied mobile, je reviendrai là-dessus, sur l'anthropométrie du rameur, ici la longueur du tibia par rapport à la longueur du fémur, la symétrie, et plus récemment sur ce qu'on a appelé la signature musculaire et le couplage de la respiration avec le mouvement d'aviron. Donc là, vous avez des exemples de rameurs sur un ergomètre fixe. Donc le cale-pied ne bouge pas et le rameur va se déplacer d'avant en arrière. Il va avoir une plus grande accélération du tronc et de plus grande force générée au cale-pied. Et vous avez en dessous un ergomètre mobile. Hop, il ne veut pas se lancer. Où globalement, là, le cale-pied et la coulisse vont pouvoir bouger. Et vous avez la même cinématique, le même mouvement quasiment du rameur, mais pas du tout les mêmes forces. Et on va mesurer à différentes cadences. Cadence d'entraînement. Ah, on l'a perdu. Cadence d'entraînement. Alors, en bas ici, là il est là. On est revenu sur les petits caprices de la technique comme ça. Donc on va mesurer la cadence d'entraînement, donc 20 coups par minute. Où ils exercent à peu près 80% des coups d'aviron à cette cadence-là, des cadences de course, 32 coups par minute, ou un peu plus élevé, 38, ce qu'on observe actuellement sur les courses des Jeux Olympiques. Et la situation, juste pour rester là-dessus, la situation compétition, on est plus proche, on est ici en fixe en fait sur les pieds. Hein. Non alors, dans le bateau, dans le repère du bateau, on est plus proche sur la condition fixe, mais comme le bateau se déplace en même temps, donc on est plus proche normalement d'une situation en ergomètre mobile. D'accord. Et nous, ce qu'on va supposer, c'est que de dire quand on a un ergomètre mobile, on va avoir des coordinations motrices musculaires qui vont être plus proches de la situation de bateau, et surtout on va avoir moins de contraintes au niveau de la charnière sacro-lombaire. Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc on mesure des marqueurs qui sont placés sur le rameur. On calcule des angles articulaires et après, par calcul, on remonte sur les efforts qui sont appliqués, qui sont générés au niveau du disque L4, L5 et on va partitionner ces efforts en force de cisaillement et en force de compression. Donc on peut faire le même calcul en partant des pieds, donc en combinant l'accélération des segments et les forces qui sont générées au pied. Et ça nous donne ce type de résultat. Ici, vous allez avoir donc, le cycle d'aviron représenté de 0 à 100%. Vous avez l'attaque, le dégagé et de nouveau l'attaque. Et vous avez la force de compression qui va être exercée au niveau de L4, L5 sur un coup d'aviron. Donc on voit que c'est très très reproductible avec les courbes en pointillé. Là, on a une corde de 15 rameurs et c'est le cycle moyen sur 15 coups.
qu'on observe, c'est qu'on a des forces de compression qui sont de l'ordre de 4000 newtons ou 3500 newtons à l'attaque lorsqu'on est complètement regroupé, et on monte à plus de 5000 newtons en valeur seuil. Donc ça fait globalement 500 kg. Le couple qui va être généré à la charnière sacro-lombaire va être de l'ordre de 350 Nm, ce qui est quelque chose d'énorme si vous comparez au couple qui est capable de produire votre voiture. Et nous, ce qu'on s'attendait comme résultat sur la force de compression, c'est d'avoir des forces de compression beaucoup plus importantes en conditions fixes. Et là, on est un peu déçu. On en voit que c'est quasiment pareil, sauf que c'est différent pendant cette phase de propulsion et surtout à l'attaque. À l'attaque, on va être complètement regroupé et les muscles spinaux du dos vont être désactivés musculairement parce que complètement étirés. Donc là, ça va avoir cette différence entre les deux conditions va avoir une incidence. Donc, si on compare à un organisme qui est le NIOSC, qui est un organisme américain sur des normes au travail américaines, la limite est de 3400 newtons pour un soulevé de charge. Donc vous avez vu que là, on est à plus de 4500 newtons en valeur pic, reproduit sur une séquence de 20 km. Voilà. C'est énorme. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est la fréquence, c'est tous les 10 mètres, non, le coup de... C'est ça, donc ils reproduisent tous les 10 mètres. Donc, globalement, c'est assez logique qu'ils aient mal au dos à un moment donné. On est d'accord. Donc ça, c'est quelle que soit la cadence observée, l'ergomètre. Par contre, on a des plus grandes forces de compression sur ergomètre fixe, et notamment à l'attaque. Donc après, ce que je voulais vous montrer, c'est l'effet de l'anthropométrie. Là, le groupe de rameurs, on peut le dissocier en des rameurs qui vont avoir une longueur de fémur plus importante que la longueur du tibia. Et ça va avoir pour importance qu'on va pouvoir moins fléchir le genou, et donc on va compenser au niveau de la charnière sacro-lombaire. Donc ça veut dire qu'il y a une anatomie quand même qui est plus favorable que d'autres pour ce type de sport. Tout à fait. En gros, c'est ce que ça veut dire là. Ouais. Et on observe des coupes qui vont être différents, notamment à l'attaque entre les deux types de rameurs, des vitesses angulaires qui vont être différentes et une production de puissance qui va être différente sur cette phase qui est très sensible, qui est l'attaque. Après, on s'est intéressé à la symétrie. Et là, finalement, on a été assez déçus sur les paramètres externes. C'est-à-dire que la symétrie est assez faible au niveau des amplitudes articulaires. Donc ici, vous avez les angles hanche, genou et cheville et les accélérations angulaires. Et en dessous, la symétrie au niveau des forces. Donc on a une asymétrie qui est plus importante au niveau des forces, mais qui ne se traduit pas spécialement par une asymétrie au niveau angulaire. Et on a une asymétrie, et là ça ne va pas dans ce qu'on pensait trouver, c'est-à-dire que sur un ergomètre mobile, on est plus asymétrique que sur un ergomètre fixe. Donc nous, on avait plutôt tendance à dire qu'il fallait plutôt privilégier l'ergomètre mobile, mais en termes d'asymétrie, le compte n'y est pas. Là, je vais vous parler de ce que l'on fait actuellement. Donc par rapport au marqueur qu'on avait tout à l'heure, on place un avatar qui va être représenter les muscles du membre inférieur et du tronc au cours du mouvement d'aviron. Et on va comparer ces variations de longueur sur différents types de rameurs. Donc ici, vous avez une fille, un garçon et un junior. Vous voyez que vous avez l'angle en rouge de la hanche et le du genou en bleu. Nous avons des courbes qui sont relativement similaires, pas tout à fait similaires, mais relativement similaires. Et on va regarder la variation de longueur du biceps fémoris. Biceps fémoris, c'est un muscle qui part de la fesse et qui va derrière le genou. Donc il traverse deux articulations. Et sa longueur va dépendre et de l'articulation du genou et de l'articulation de la hanche. On va mesurer aussi l'activité électrique pour voir si le muscle est actif. Et à partir de là, on observe des différences qui vont être significatives entre les rameurs sur la méthodologie de contraction du muscle. Ici, vous voyez que le muscle est activé et il ne varie pas de longueur. Donc on est en isométrique. Pour le senior, ici, il est activé et il se raccourcit. Donc on est en concentrique pour le même mouvement. Et ça vient vraiment de la coordination entre la hanche et le genou. Et pour le junior, vous voyez que vous avez des choses, il se raccourcit, il s'allonge et il se raccourcit.
Donc là, j'avais une petite élimination, mais je pense que ça ne va pas fonctionner. Donc là, on voit la différence. Voilà, quand on rame avec le mouvement réalisé par chacun des rameurs. Et vous voyez que les mouvements sont quasiment similaires, mais donnent des variations de longueur qui vont être différentes. Ces variations de longueur, elles vont être associées à la force produite par chacun des rameurs. Un autre exemple, ici, c'est sur la flexion des lombaires. Donc vous avez la flexion des lombaires qui va être différente en termes d'angle pour chacun des rameurs. Vous allez voir la variation de longueur du longitudinus thoracique, qui est un muscle latéral qui longe la colonne vertébrale. Et vous allez avoir la variation de l'activité électrique du muscle. Est-ce qu'il est activé ou pas? Et on observe ici des différences qui sont importantes par rapport à la capacité maximale d'extension du rameur. Et là, ces 3 rameurs qu'on a pris, c'est 3 rameurs qui sont différents des 3 premiers, qui eux vont avoir le même score de flexion maximale lombaire. Et vous voyez que la coordination qui est réalisée est complètement différente d'un rameur à un autre. Donc, ce qui explique aussi les différences qu'on peut obtenir sur les risques de pathologie. Tout à fait, ça permet, on imagine quand même, soit d'anticiper, soit de dire attention avec votre morphologie, avec votre cadence d'entraînement, il y a quand même beaucoup de risques pour que vous développiez ça. Il y a ce côté prédictif quand même un peu, non? C'est ce qu'on aimerait arriver en fait, et savoir s'il y a des rameurs qui vont être par rapport à leur capacité d'extensibilité de leurs muscles, plus sujets à être proches de leur maximum, donc avoir des contraintes au niveau de la chaîne ostéo-articulaire qui vont être plus importantes, donc des rameurs à risque. Et là, la dernière chose que l'on fait, c'est on prend pareil des rameurs, on les mesure sur un ergomètre et on va avoir des mesures de respiration au niveau de la bouche et du nez et de la variation de diamètre de la cage thoracique et de l'abdomen. Donc à différentes cadences, vous avez ici, donc c'est un exemple pour un seul rameur, sur plusieurs cycles qui vont être reproduits sur la variation de diamètre de la cage thoracique et la pression nasale. Et on voit qu'en particulier sur la ceinture thoracique, on a quelque chose d'assez chaotique. Alors que le mouvement, lui, par ailleurs, est très reproductible. Ce qu'on ne retrouve pas lorsque ce rameur rame à une cadence de course. Le truc, c'est que la situation de gauche, c'est la situation qui est reproduite 90% du temps par les rameurs à l'entraînement. Et on se dit que là, il y a sans doute une situation de conflit entre la respiration qui va créer des contraintes internes au niveau de la cage thoracique et abdominale qui vont être importantes par rapport à la production de force qui peuvent générer ces fractures de fatigue ou les lombalgies. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, thank you for your kind attention. Super. Le kind est important. Voilà, le kind est important. Donc on le voit, c'est développé donc à plusieurs. Encore une fois, on est toujours avec les Carnot, on est toujours dans voilà, un consortium presque un peu avec des chercheurs différents. Là, on a l'Institut de biomécanique humaine, Georges Charpak, qui est dans la boucle. Ça. C'est l'institut sur lequel je suis rattaché. Voilà, ouais. Et puis après on a différents organismes qui travaillent dessus. Différents, toutes ces recherches ont été faites en partenariat avec des universités françaises ou étrangères, notamment l'université de Sydney et l'université de Louvain-la-Neuve en particulier, et avec des financements qui vont être différents, soit des bourses du ministère des Affaires étrangères, des bourses régionales avec les collègues de Nantes, ou pour les dernières sur le PPR sport de très haut niveau. Et là, du coup, le point de départ, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais est-ce que la fédération avait la naissance de ce projet, de cette recherche, c'était sur des sportifs précis, l'aviron, c'était la fédération des champions, comment est né le projet ? Le projet est né sur un projet de thèse au départ. Enfin, du coup, c'était mon projet de thèse et puis ça a continué par rapport à ça. Et par rapport au Pôle France de Lyon, dans lequel moi j'étais un ancien membre de ce Pôle France d'aviron. Et donc, ce qui a permis de solliciter et les entraîneurs et les rameurs et puis de faire vivre ce projet-là au fur et à mesure. Et c'est un vrai problème. Un vrai sujet, bien sûr. Un vrai sujet. Et après, tout ce qu'on a développé là, et, en termes de compétences et de mise en place de protocoles,
peut très bien être réutilisé dans le cadre d'ergonomie industrielle sur du soulevé de charge ou ce genre de choses. Excellent. Alors, question. On est bien. Bon, on a rattrapé un peu le retard. Merci beaucoup, Florène, pour cette présentation. On peut applaudir et puis bonne continuation alors. Et puis on regardera les compétitions d'aviron alors aux Jeux Olympiques avec beaucoup d'intérêt, avec quelque chose dans la tête. Ça va nous rappeler cette présentation. Ouais, penser, la Bayer Peak en watts, c'est plus de 2000 watts sur par coup d'aviron. Ah ouais. Donc ouais, c'est des choses qui Ils vont à une vitesse impressionnante quand même. Quand on les voit sur l'eau, c'est incroyable, la vitesse. Ouais, ça change entre le 8 qui va à près de 20 km/h, 20-22, et puis le skiff qui est autour de 16 km/h. On a une variation de vitesse, mais ça, oui, ça va très vite.